J'écris ceci parce que j'ai besoin de le sortir. Ce que j'ai vu ce jour d'octobre, il y a des années, reste gravé dans ma poitrine comme une pierre. Vous avez demandé des histoires qui frappent fort, et celle-ci le fait. J'étais là, juste un gars ordinaire qui est tombé dans un cauchemar dans une ville des États-Unis. Je n'utilise pas de vrai nom, ça ne me semble pas bien. Mais je vous dis tout, comment je me suis mêlé à tout cela, ce qui s'est passé et comment cela m'est resté. C'est moche, c'est effrayant et c'est vrai. Préparez-vous, c'est difficile. Cela a commencé par une petite faveur. J'avais 28 ans et je travaillais comme chauffeur-livreur dans une épicerie. C'est le genre de travail où l'on est toujours en mouvement, déposant des sacs à des personnes trop occupées pour faire leurs courses. Eh bien, vous nourris. Ma voisine, Sarah, était infirmière et travaillait de nuit. Elle m'a demandé de vérifier son courrier pendant qu'elle était hors de la ville pour rendre visite à sa mère. Sarah vivait dans un immeuble chic du centre-ville, bien plus agréable que chez moi, avec un hall rutilant et un portier qui vous regardait à peine. Sa maison était au 7e étage et elle riait de la façon dont ses enfants de petits, une fille d'environ 6 ans et un garçon d'environ 2 ans adoraient courir vers l'ascenseur. Sarah était une bonne personne, toujours souriante même lorsqu'elle avait l'air battue. Alors j'ai dit bien sûr, pas de problème. C'est ainsi que je me suis retrouvé là ce jeudi après-midi, le 25 octobre, un jour dont je n'arrive pas à me débarrasser. Quand je suis arrivé au bâtiment, c'était plus calme que d'habitude. L'air était frais, les feuilles craquaient sous mes baskets. Le portier, un type nommé Tony qui avait toujours du chewing-gum dans la bouche, m'a fait signe d'entrer. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage en pensant à ma prochaine livraison. La boîte aux lettres de Sarah se trouvait près de la cage d'escalier et j'avais prévu de récupérer ses affaires et de partir. Mais quand je suis entré dans le couloir, quelque chose n'allait pas. C'était trop calme, comme si tout l'étage retenait son souffle. Les lumières bourdonnaient doucement et mes pas étaient étouffés sur le tapis. Puis j'ai entendu un bruit qui m'a arrêté net. C'était un son grave et douloureux, comme si quelqu'un essayait de parler mais souffrait trop. Mon ventre s'est tordu. Je restai immobile, écoutant attentivement. Le bruit revint, plus aigu, du bout du couloir, près de l'appartement 7C. C'est là que vivaient les amis de Sarah, les Wilson. Je les avais rencontrés 1 ou 2 fois, un couple occupé avec 2 enfants avec lesquels les enfants de Sarah jouaient. Ils avaient une nounou, une femme plus âgée que j'avais vue dans le coin, toujours silencieuse, la tête baissée. Je ne connaissais pas son nom, mais je le découvrirai plus tard, et il est gravé en moi maintenant. Le son revint, puis un léger bruit sourd, comme si quelque chose de lourd heurtait le sol. Je pensais que quelqu'un avait peut-être été blessé, la nounou avait glissé ou un enfant était malade. J'aurais dû récupérer le courrier et partir. Mais je ne pouvais pas. Et s'ils avaient besoin d'aide? J'ai marché vers 7 degrés Celsius, le cœur battant. La porte s'entr'ouvrit et la lumière s'en échappa. J'ai frappé légèrement et j'ai dit, « Eh, ça va là-dedans ?» Aucune réponse. Juste calme, lourd et faux. J'ai poussé un peu la porte, suffisamment pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'air sentait mauvais, âcre, comme de vieilles pièces de monnaie. Le salon était vide, des jouets par terre, une boîte de jus renversée sur la table. Y a-t-il quelqu'un à la maison? J'ai appelé plus fort. Toujours rien. Puis je l'ai entendu à nouveau, un bruit humide et étouffant, comme si quelqu'un ne pouvait pas respirer correctement. Cela venait du plus profond de l'appartement. Mes jambes tremblaient, mais je suis entré, suivant le bruit devant une cuisine avec de la vaisselle sale dans l'évier. Le bruit débouchait sur un couloir, puis sur une salle de bain dont la porte était entr'ouverte. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué, peut-être que je pensais pouvoir faire quelque chose. L'odeur s'est aggravée, épaisse et horrible. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir et tout mon monde s'est brisé. La salle de bain était un spectacle d'horreur. Le sang était partout, sur les carreaux, les murs, le sol. Dans la baignoire se trouvaient 2 enfants, une fille et un garçon, immobiles. Leurs vêtements étaient trempés de rouge et leur visage était blanc, trop blanc. Les yeux de la jeune fille étaient ouverts, ne regardant rien, sa bouche figée comme si elle avait envie de crier. Le garçon était recroquevillé à côté d'elle, sa petite main sur son bras. 2 couteaux, des couteaux de cuisine ordinaires, étaient sur le sol, couverts de sang. Mes genoux se sont affaiblis et j'ai attrapé la porte pour rester debout, ma main glissant dans quelque chose de mouillé. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger, je regardais simplement ces enfants, si petits, si partis. Puis je l'ai vue, la nounou. Elle se tenait près de la baignoire, plus âgée, peut-être 50 ans,
le visage vide, comme si elle n'était pas vraiment là. Ses mains étaient rouges, dégoulinantes, et elle tenait un autre couteau, tremblant dans sa poigne. Elle ne m'a pas remarqué au début, elle a juste regardé les enfants, ses lèvres remuant comme si elle se parlait à elle-même. Puis ses yeux se sont levés et j'ai vu quelque chose d'horrible, une colère profonde et sombre, comme si elle détestait tout. J'ai reculé, le souffle coupé, et c'est à ce moment-là qu'elle a bougé. Elle n'est pas venue pour moi. Au lieu de cela, elle a crié un son qui n'était pas humain et s'est planté le couteau dans le cou. Le sang jaillit, heurta le miroir, l'évier, tout. Elle tomba, s'étouffant, son corps secoué lorsque le couteau toucha le sol. J'ai alors crié, un son fort et effrayé, et j'ai couru. J'ai glissé sur le sang, je me suis écrasé dans le couloir et j'ai continué, jusqu'à la porte, dans les escaliers, sans attendre l'ascenseur. Je ne sais pas comment j'ai sorti mon téléphone, mais j'ai appelé le 911 en bavardant à propos de sang, d'enfants et de couteaux. J'étais dehors quand les flics sont arrivés, assis sur le trottoir, tremblant si fort que mes dents ont claqué. Le courrier de Sarah était toujours dans ma poche, froissé. La police est arrivée rapidement, puis les ambulances, puis d'autres flics. Le bâtiment s'est transformé en chaos, sirènes, gens qui pleuraient, voisins qui regardaient dehors. J'ai raconté aux flics ce que j'avais vu, encore et encore, jusqu'à ce que j'en ai mal à la gorge. Ils ont dit que les enfants étaient morts avant mon arrivée, poignardés à maintes reprises, leur petit corps détruit. La nounou n'est pas morte, d'une manière ou d'une autre. Sa blessure au cou n'a pas suffi à la tuer. Ils l'ont emmenée, sanglante et silencieuse, les yeux toujours vides. La mère est rentrée à la maison juste après que je sois sorti en courant. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai entendue depuis la rue, des cris, des pleurs, un son qui m'a traversé. Cela ne s'est pas arrêté, même lorsque les flics ont essayé de la calmer. Le père est venu plus tard et ils ont dû l'empêcher de courir à l'intérieur. Je suis resté jusqu'à ce que la police me dise de partir, répondant à leurs questions, mes mains toujours collantes, peu importe combien je les essuyais. Les jours suivants furent brumeux. La ville est devenue folle avec cette histoire, des camions de presse, des journalistes, des gens qui parlaient comme si c'était un film. Ils l'appelaient des choses comme « Nanny Nightmare ». Je n'ai pas regardé les informations. Je ne pouvais pas. Mais j'ai quand même entendu des trucs. La nounou était avec la famille depuis des années, quelqu'un en qui ils avaient confiance. Certains disaient qu'elle était folle de son travail, d'autres disaient que sa tête n'allait pas bien, comme si elle entendait des voix. Des années plus tard, lors du procès, ils se sont battus à ce sujet, son côté disait qu'elle était trop malade pour savoir ce qu'elle avait fait, l'autre côté disait qu'elle pensait à chaque coupure, en colère contre la famille pour des raisons que personne ne comprenait vraiment. Le juge a qualifié cela de mal, purement et simplement, et l'a enfermée à vie. Cela n'a rien réglé. Ses enfants étaient toujours partis. J'ai quitté cette ville quelques semaines plus tard. Je ne pouvais pas passer devant ce bâtiment sans sentir le sang, sans entendre ce cri. J'ai jeté les baskets que je portais ce jour-là, j'ai quitté mon travail pendant un moment et je suis resté avec mon frère dans le nord de l'État. J'ai essayé de revenir aux livraisons, mais chaque porte d'appartement à laquelle je frappais faisait battre mon cœur, comme si elle s'ouvrait à nouveau sur cette salle de bain. Je vais mieux maintenant, en quelque sorte, mais je ne dors pas beaucoup. Je vois ces enfants quand je ferme les yeux, leur visage, si immobile. Et son visage aussi, vide une seconde, plein de haine la seconde suivante. C'est comme si elle était deux personnes, et je ne sais pas laquelle me fait le plus peur. Pourquoi je te dis ça? Vous vouliez de vraies histoires, et voici la mienne. Je n'étais pas courageux, je n'étais pas spécial. J'étais juste un gars qui rendait service, coincé dans un moment que je n'avais pas demandé. Ces enfants, c'est pour eux que je ne peux pas laisser tomber ça. Les cris de leur mère aussi. Je me fiche de savoir pourquoi la nounou a fait ça. Je me soucie que cela soit arrivé, que je l'ai vu, que cela fasse partie de moi maintenant. Je n'aurais jamais pensé faire partie de ces gens qui écrivent dans des émissions comme la vôtre. Vous savez, ceux qui disent avoir vu quelque chose une fois et ne l'ont jamais oublié. Mais après avoir écouté les derniers épisodes de votre podcast, en particulier celui sur le voisin qui a remarqué quelque chose de bizarre, et est resté silencieux, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon histoire. Je n'ai jamais raconté cela à personne dans son intégralité. J'ai fait une déclaration à la police, oui, mais c'était clinique, propre et dénué d'émotion. Ce que je vais vous dire est différent. Ce n'est pas la version que j'ai donnée lorsque j'avais peur,
que j'avais honte ou que j'essayais de conserver mon emploi. C'est la vraie version. Ma version. Vous avez demandé une véritable horreur criminelle. C'est le genre qui ne vit pas dans les cimetières ou les maisons hantées. Cette espèce rentre dans les endroits ordinaires et se cache derrière des visages familiers. C'est arrivé en 2007. J'avais 21 ans, je venais de sortir de l'école et je faisais des petits boulots dans une ville de taille moyenne appelée Brantford, non loin de la côte. J'ai tout fait, de la promenade des chiens au ménage en passant par le babysitting pour les familles les plus riches qui avaient besoin d'une pause. C'est comme ça que j'ai fini par travailler pour les Weston. Ils vivaient dans une rangée de maisons mitoyennes bien rangées près de la voie ferrée, mur de briques, pot de fleurs près de la porte, vélo appuyé contre le côté. De l'extérieur, cela avait l'air parfait. À l'intérieur, il faisait froid. Pas froid comme le thermostat, mais émotionnellement froid. Le père, Greg, travaillait de longues heures dans une compagnie d'assurance. La mère, Lila, avait toujours son téléphone à la main mais ne semblait jamais présente. Leur fille de 2 ans, Chloé, était la seule chaleur dans cette maison. 12 filles. Des cheveux bouclés, de grands yeux, ce rire aigu que seuls les tout-petits semblent maîtriser. J'ai été embauché comme femme de ménage, mais je restais souvent pour l'aider à se divertir pendant que Lila faisait ses courses ou prenait des appels. C'est maintenant là que l'histoire commence à se déformer. Début juillet, Lila m'a dit qu'elle n'aurait pas besoin de moi ce jeudi-là. Le fils de sa cousine était en visite pour l'été et surveillerait Chloé toute la journée. Je n'y ai rien pensé. Des enfants qui gardent des enfants, ce n'est pas idéal, mais j'ai vu pire. J'ai seulement demandé quel âge il avait. Elle a dit, 15 ans. Un garçon tranquille. Reste seul. Le nom du garçon était Braden. Je l'ai rencontré une fois, brièvement, peut-être une semaine avant que cela n'arrive. Grand pour son âge, mais ses yeux ne correspondaient pas à son sourire. Vous connaissez cet instinct qui bourdonne parfois dans votre ventre? Ce moment où quelqu'un vous regarde trop longtemps ou ne cligne pas assez des yeux. C'est ce que j'ai ressenti avec lui. Je n'aurais pas laissé un poisson rouge seul avec Braden, encore moins un bébé. Mais je n'y vivais pas. Je n'ai pas établi les règles. Ce jeudi 12 juillet, j'avais une autre cliente 2 rues plus loin, la vieille Madame Malkin, qui aimait son thé tiède et ses potins brûlants. Vers 15h15, alors que j'aérais son salon, j'entends une sirène. Puis un autre. Ils sont devenus plus forts. Brantford ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme, alors les gens le remarquent. Je suis sorti avec Madame Malkin et j'ai vu une ambulance garée devant la porte des Weston. Les portes arrière étaient ouvertes. Un ambulancier est sorti avec une civière minuscule. Là-dessus se trouvait Chloé, immobile, la peau pâle avec des taches rouges. Un autre médecin a suivi, criant quelque chose à expédier. Lila était sur le trottoir, en train de crier. Sa voix était rauque, brisée. Pas des mots, juste une panique brute. Braden se tenait à côté d'elle, complètement immobile. Pas de larmes. Aucune blessure visible. Juste vide. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Je n'avais même pas réalisé que je marchais vers eux jusqu'à ce qu'un policier me tende le bras pour m'arrêter. C'est une scène de crime, a-t-il déclaré. Scène de crime. Cette phrase résonnait à mes oreilles comme un tambour. Pas un accident. Pas d'urgence. Scène de crime. Ils ne m'ont laissé parler à personne. Mais j'en ai vu assez. J'ai vu le sang sur la petite chaussette de Chloé. J'ai vu Lila se mettre à genoux et essayer d'atteindre la civière pendant qu'il chargeait son bébé dans l'ambulance. J'ai vu Braden la regarder non pas avec peur ou remords mais avec une sorte de confusion et d'ennui, comme s'il regardait à la télévision quelque chose qui n'avait pas vraiment de sens. Le lendemain, nous apprenons que Chloé n'a pas passé la nuit. Dommages cérébraux. Hémorragie interne massive. Traumatisme contondant. 68 blessés. 68. Je ne sais même pas comment tu faire ça à un enfant. Je ne veux pas savoir. Mais j'ai lu le rapport du médecin légiste. Et une fois que vous lisez quelque chose comme ça, cela reste dans votre crâne comme de la rouille. Elle a été frappée, mordue. Morsure, narrateur. Dents humaines. Le genre de blessure à laquelle on ne s'attend pas lors d'une attaque de rue, encore moins dans un salon avec un ours en peluche sur le canapé. L'histoire que Braden a racontée à la police était que Chloé était tombée dans le parc. La police n'y croyait pas. Moi non plus.
Un voisin a déclaré plus tard avoir vu Braden plus tôt dans la journée assis sur le canapé, regardant des dessins animés, complètement imperturbable. Chloé était inconsciente dans sa chambre. Il n'a pas appelé à l'aide. Il ne l'a pas vérifié. Il vient de regarder la télévision. Lorsque Lila rentra à la maison et trouva sa fille molle, Braden haussa les épaules. Il a dit, elle pleurait beaucoup, puis il l'a arrêtée. C'est ça. C'était son explication. Ce qui m'a refroidi, ce n'était pas seulement la brutalité, c'était le manque d'émotion. Il n'a pas pleuré lorsqu'ils l'ont arrêté. Il n'a pas bronché lors des auditions. Au tribunal, il était assis là comme quelqu'un qui attend à l'arrêt de bus. Sa défense a déclaré qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Que son cortex frontal n'était pas complètement développé. Qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Qu'il s'agissait d'un homicide involontaire, pas d'un meurtre. Mais le jury a vu clair. Ils ont vu les bleus. Le psychologue légiste leur a déclaré que Braden montrait des signes d'agressivité profondément enracinés, peut-être une sociopathie. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à perpétuité avec un minimum de 15 ans. 15 ans. Pour 68 blessés. Pour avoir laissé un enfant mourir seul pendant qu'il changeait de chaîne. Après cela, j'ai arrêté de nettoyer les maisons. Je ne pouvais pas entrer dans un salon sans imaginer Chloé. Je ne pouvais pas entendre le son d'un dessin animé sans penser à la façon dont il était assis là calmement, avec du sang séchant à proximité. Savez-vous à quoi ressemble la culpabilité quand vous ne l'êtes pas directement responsable, mais quand même assez proche se demander et si? Et si j'avais prévenu Lila à propos de Braden? Et si j'avais parlé de cette sensation désagréable dans mon estomac? Et si j'étais passé par là ce jour-là et que j'avais entendu quelque chose, un cri, rien? Peut-être que cela n'aurait rien changé. Mais peut-être que ça l'aurait été. Vous avez demandé des histoires qui restent gravées dans la mémoire des gens. Eh bien, celui-ci vit dans mes os. Il vit au son d'une mère hurlant le nom de son enfant. Il vit à l'image d'un adolescent aux yeux froids et aux poings serrés. Il vit dans le silence qui a suivi, pendant des semaines, puis des années. La maison a été vendue quelques mois plus tard. Personne ne voulait y vivre. Certains disent que c'est maudit. Je ne crois pas aux malédictions. Mais je crois que certains murs se souviennent. Et je pense que cette maison se souvient de chaque cri, de chaque coup, de chaque seconde. J'ai gardé un dessin que Chloé avait fait une fois. C'est décoloré maintenant juste des gribouillages au crayon bleu et jaune. Mais au dos, elle avait écrit, avec de l'aide, j'en suis sûr, à Miss Kayla. Je t'aime. Je le garde dans ma table de nuit. Certaines nuits, je le sors juste pour me sentir comme si a fait quelque chose. Rien. Voilà donc. L'histoire que je n'ai jamais voulu raconter. Celui que je partage désormais avec vous, car peut-être que le dire à voix haute le rend moins lourd. Peut-être que cela donne à Chloé la voix qu'elle n'a jamais eue. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Changez les noms, la ville, je m'en fiche. Dites-le simplement correctement. Faites comprendre aux gens ce qui se passe lorsque la confiance est brisée de la manière la plus inimaginable. Faites-leur se souvenir d'elle. Salut, cette histoire de crime de babysitter en est une dont je ne peux pas me débarrasser de ma mémoire. Je l'ai trouvée en ligne il y a quelques semaines. Il s'agit d'une véritable affaire de crime de la fin des années 70, qui s'est enfouie dans mon cerveau et ne veut plus lâcher prise horrible, déchirante et si réelle que j'ai l'impression d'y être. Vous avez demandé des histoires qui prennent les gens à la gorge, et celle-ci le fait. Cela s'est produit dans une ville que j'appellerai Clermont, en France, pour garder les choses privées, et j'ai changé de nom pour respecter les personnes impliquées. Je n'en ai pas été témoin moi-même, mais les détails que j'ai lus dans les articles, les anciens rapports et les informations archivées ont brossé un tableau si précis que je vais le raconter comme si je l'avais vu se produire. C'est ainsi que ça s'est passé, ce qui s'est déroulé et pourquoi c'est si effrayant. C'est long, il fait sombre et ça va vous ébranler. Attendez, celui-ci est difficile à avaler. C'était le 7 février 1977, une dure nuit d'hiver à Clermont, une petite ville nichée dans la campagne française où la neige recouvrait les rues et où les lumières brillaient pour lutter contre le froid. Clermont était pittoresque, ses ruelles pavées, ses boulangeries qui sentaient le pain frais et ses familles qui y vivaient depuis toujours. Les gens saluaient les voisins, les enfants jouaient sur la place jusqu'à la tombée de la nuit et la vie semblait simple et sûre. Dans un modeste immeuble à la périphérie de la ville,
une jeune fille de 14 ans appelons-la Camille gardait 2 enfants, un garçon et une fille, d'environ 6 et 4 ans. Camille était une fille du coin, douce et calme, du genre à aider aux tâches ménagères et à gagner de l'argent de poche en s'occupant des enfants. Ses parents lui ont confié ce travail, une faveur pour un couple au bout du couloir, la famille Dubois, qui connaissait Camille depuis qu'elle était petite. C'était censé être une soirée rapide, nourrir les enfants, raconter une histoire, attendre que les parents reviennent d'un dîner en ville. L'appartement était chaleureux, une unité située au 3e étage avec des rideaux fleuris et un parquet grinçant. Le salon avait un canapé affaissé, une petite table avec un apron en dentelle et une radio fredonnant des chansons douces. Camille était géniale avec les enfants, elle les avait déjà gardés et savait qu'ils aimaient dessiner et jouer à cache-cache. Ce soir-là, elle avait réchauffé de la soupe et du pain, les avait laissés dessiner des chats et des arbres, et les avait mis au lit à 20 h. Leur chambre était juste à côté du couloir, 2 petits lits poussés contre un mur avec un mobile d'étoiles suspendu au-dessus. Les enfants s'éloignèrent rapidement, leur respiration régulière, laissant Camille seule dans le silence. Je l'imagine recroquevillée sur le canapé, feuilletant une bande dessinée, la radio à voix basse peut-être Piaf ou quelque chose de coquelicot des années 70. L'appartement était confortable et sécurisé, avec une odeur de soupe persistante et le radiateur qui claquait doucement. Dehors, la neige tombait épaisse, assourdissant le monde, et la rue en contrebas était vide, à l'exception du passage occasionnel d'une voiture. L'horloge passa 21 h, puis 22 h. Le couple Dubois ne devait rentrer qu'à minuit, Camille avait donc du temps pour elle, peut-être en griffonnant sur le carnet de croquis des enfants ou en sirotant un verre de lait. Mais ensuite, un bruit rompit le silence, quelque chose d'étrange, comme un bruit dans le couloir ou un coup à la fenêtre. Le bâtiment était vieux mais solide, avec une lourde porte d'entrée bien fermée à clé. Clermont était paisible, des petits larcins se produisaient, bien sûr, mais rien de grave. Pourtant, Camille s'est peut-être tendue, écartant le bruit comme celui du vent ou des pas d'un voisin. Il revint, plus près un léger coup, ou peut-être un égratignure contre la porte. Elle éteignit la radio, le cœur battant, et écouta. L'appartement était désormais silencieux, juste les doux ronflements des enfants et le bourdonnement du radiateur. Je l'imagine debout, lissant son pull, se disant que ce n'était rien alors qu'elle se dirigeait vers la porte, ses chaussettes chuchotant sur le sol. La porte avait un petit Judas, rayé et flou. Elle regarda à travers, ne voyant que des ombres dans le couloir sombre. Un autre coup, plus aigu, et une voix basse, difficile à entendre marmonna quelque chose. Peut-être pensait-elle que c'était un voisin qui avait besoin d'aide, ou que les parents Dubois étaient rentrés plus tôt, oubliant leurs clés. Ma poitrine se serre en pensant à elle, si jeune, seule, avec 2 enfants qui dorment à proximité. Contre son ventre, elle enfonça la porte d'un pouce, gardant la chaîne en place, et murmura, « Qui est là ? C'est ici que cela tourne au cauchemar. » Les rapports que j'ai lus ne donnaient pas chaque seconde, la police retenait certaines choses mais ils en disaient assez pour construire la scène. La personne dehors n'était pas vraiment une étrangère. Appelons-le Julien, un gars d'une vingtaine d'années, quelqu'un que la famille Dubois a connu, peut-être de la ville ou le cousin d'un ami qui était passé par là. Julien était un étudiant assez charmant, avec un sourire que personne ne remettait en question. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de laid en lui. Quand Camille ouvrit la porte, il n'hésita pas, il la claqua violemment, la chaîne cassa comme un fil. Camille recula en trébuchant, probablement trop abasourdi pour crier tout de suite. L'appartement était petit, pas de véritable endroit où se cacher, les enfants à quelques pas. Julien se déplaçait vite, plus grand et plus fort, son visage était déformé, peut-être en colère, peut-être vide, comme s'il avait cessé d'être humain. Elle a riposté, je le sais. Camille n'était pas impuissante, elle aurait griffé, donné des coups de pied, n'importe quoi pour l'arrêter. Mais il avait un couteau, un simple, peut-être dans son manteau ou sur le comptoir de la cuisine, et il ne s'est pas retenu. Les rapports faisaient état de coups de couteau un grand nombre, vicieux, coupant profondément alors qu'elle essayait de courir ou de le bloquer. Je vois le salon se transformer en enfer, le sang détrempe le tapis, la table bascule, les dessins des enfants flottent sur le sol comme des feuilles mourantes. Les mains de Camille ont dû glisser, s'agrippant au canapé, au mur, le souffle coupé alors qu'elle criait ou suppliait. Les enfants ne se réveillaient pas ou s'ils le faisaient, ils restaient figés dans leur lit, trop effrayés pour émettre un bruit. C'était vite terminé, mais cela a dû sembler interminable, chaque seconde était une vie de peur. Camille s'est effondrée près de la radio, sa bande dessinée s'est effondrée sous elle, le sang s'accumulant chaud et sombre. Julien n'est pas resté. Il l'enjamba, s'essuya les mains et partit,
fermant la porte comme s'il venait juste de passer prendre le thé. Les parents Dubois l'ont retrouvé en rentrant chez eux, vers minuit. J'ai lu comment leurs cris ont réveillé la moitié du bâtiment aigu, brisé, déchirant le silence. Madame Dubois tombait à côté de Camille, la secouait, l'appelait, pensait pouvoir la ramener, tandis que Monsieur Dubois courait vers les enfants, le cœur battant, effrayé qu'ils soient partis eux aussi. Les enfants allaient bien, toujours endormis, leur petit monde intact pendant encore quelques minutes. Il a appelé la police, la voix si tremblante que l'opératrice a dû lui demander de répéter l'adresse. Des sirènes traversèrent la neige et la nuit calme de Clermont se brisa. La police a inondé l'appartement des agents locaux, pas prêts à faire face à quelque chose d'aussi grave. La scène était chaotique, mais rien n'a été volé, aucun cambriolage, cela n'a aucun sens. Ils ont retrouvé le couteau plus tard, l'ont nettoyé et l'ont jeté dans une ruelle voisine. Les voisins juraient qu'ils n'avaient rien entendu, rien vu, à l'exception d'une femme qui mentionnait une silhouette qui courait dans la rue, trop sombre pour être distinguée. Les parents de Camille étaient bouleversés, sa mère n'arrêtait pas de répéter qu'elle était prudente, intelligente et qu'elle n'avait rien fait de mal. Clermont a été bouleversé, les gens ont verrouillé les portes, ont cessé de faire confiance à leurs voisins, ont serré leurs enfants dans leurs bras. Qui pourrait faire ça à une fille comme Camille? L'affaire n'a abouti à rien pendant des années. J'ai lu comment la police traquait toutes les pistes des fauteurs de troubles locaux, des étrangers de passage, et même un enseignant pendant un moment mais rien ne convenait. Pas d'empreinte digitale, pas d'indice clair, juste du sang et du chagrin. Les mois sont devenus des années, puis des décennies. Clermont a essayé de passer à autre chose, mais le nom de Camille est resté vivant dans les prières à l'église de la ville, sur les affiches décolorées, dans les histoires racontées par les parents pour effrayer les enfants à la maison plus tôt. Sa famille a quitté la ville, trop blessée pour rester, et l'affaire a pris la poussière, un dossier froid que personne ne pouvait résoudre. Puis, en 2024, j'ai trouvé une mise à jour qui a tout changé. Les nouvelles technologies, les tests ADN ont apporté des réponses. La police a revérifié les preuves trouvées dans l'appartement, du sang, des morceaux de peau sous les ongles de Camille, des trucs qu'ils avaient gardés mais qu'ils ne pouvaient pas utiliser en 1977. Ils désignaient Julien, cet étudiant, mort depuis 2010. Il avait été proche de la famille Dubois, peut-être s'asseyait à leur table, riait avec eux. Après cela, il avait vécu une vie bien remplie, il avait travaillé, s'était installé, n'avait jamais été confronté à une seule question. Pourquoi il l'a fait? Personne ne le sait, quelque chose s'est cassé, ou peut-être qu'il avait toujours été brisé intérieurement. La police a classé l'affaire, a révélé la vérité à la famille de Camille, mais pas de salle d'audience, ni de sanction. Julien était parti, hors de portée. Le lire a été comme un coup de poing. Camille n'était qu'une enfant de 14 ans, qui aidait, pensant qu'elle était en sécurité. Les détails, le couteau, le sang, elle seule avec lui me font frissonner. Je l'imagine fredonnant à la radio, dessinant une fleur, sans aucune idée de ce qui l'attend. Et Julien, marchant librement, passant peut-être devant son mémorial sans un regard, alors que ses parents portaient à jamais la douleur. Ce n'est pas seulement le meurtre, c'est le silence qui a suivi, les années d'interrogation, puis les réponses trop tardives pour guérir. Clermont a probablement changé, moderne maintenant, plus fréquenté, mais je me demande si le nom de Camille persiste, peut-être sur un banc ou sur une plaque près de l'église. Les rapports indiquent que le babysitting a cessé pendant un certain temps, les parents n'embaucheraient pas d'adolescents, trop effrayés pour leur faire confiance. Cela montre comment une nuit peut marquer un endroit, amener les gens à regarder leurs voisins différemment.